raconte. Christophe Ondelatte. Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire à double détente. Deux affaires en une, en vérité. C'est une histoire qui se déroule à la fin des années 90 et au début des années 2000 en Corrèze, dans la région d'Égletons. Au début, c'est l'histoire d'un homme qui tue des chiens. 144 chiens morts. Et après, c'est un assassinat. Et tout ça, bien sûr, est lié. Et comme c'est une histoire très longue, assez complexe, pas de débriefing aujourd'hui. Uniquement une longue histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. J'aurais pu commencer cette histoire au début, à son vrai début, quand en 1998, dans la région d'Égletons, en Corrèze, des dizaines et des dizaines de chiens meurent les uns après les autres. Ils se mettent à baver, à vomir, ils y passent tous. C'est le vrai début de cette histoire. Et moi, la mort d'un chien, ça me suffit pour considérer que l'affaire est grave. J'aime les chiens comme des frères de l'humanité. Mais je sais que tout le monde n'est pas du même avis. Je sais que certains pensent qu'un chien, c'est un chien. Un de perdu, 10 de retrouvé. Alors je me suis dit, si tu leur racontes une histoire d'un type qui tue des chiens, la moitié va décrocher. Un gars qui tue des clébards? Oh, moi ça m'intéresse pas. Ok, on ne sera pas d'accord là-dessus, mais c'est pas grave. Il vous faut un cadavre, un vrai, un cadavre d'humain. Eh bien c'en est un aussi dans cette histoire. Mais c'est longtemps après cette histoire de chien. C'est lié, bien sûr, et c'est ce cadavre, évidemment, qui va donner à cette affaire tout son retentissement. S'il n'y avait eu que les chiens dans cette histoire, c'est vrai, je ne serais pas là à vous la raconter. Le 25 août 2004, Fernand, qui habite la Chapelle-Spinasse, en Corrèze, se rend chez son cousin Marius Lac. Il essaye de l'appeler depuis la veille, l'autre ne répond pas. « Marius ? Marius ?» Il fait le tour de la maison, il pousse la porte d'une dépendance, et il trouve Marius, sur le sol, en short et en t-shirt, dans une mare de sang, le corps en partie recouvert par une brouette retournée. Il appelle les gendarmes. Celui qui a tué Marius est un sauvage. Il s'est acharné sur lui. Il lui a donné des coups sur la tête, bim, bim, bim. Et ils ont dû se battre parce que la montre de Marius est brisée et ses sandales sont à l'autre bout de la pièce. Un juge d'instruction est nommé. Il examine les pistes. Il n'y en a pas 36. La première qui vient à l'esprit, c'est celle du cambrioleur, du rôdeur. Mais bon, on fait le tour de la maison. On n'a rien volé. La deuxième piste est aussi vite refermée, Marius Lac est divorcé. Une vengeance passionnelle. Non, ça ne tient pas. La seule piste qui tienne est liée à son passé. Car Marius Lac, figurez-vous, était gendarme. Il était à la retraite, mais est-ce que ça ne serait pas une vengeance? Et donc on se met à fouiller dans les dossiers dans lesquels le gendarme Marius Lac a été impliqué. Et on s'aperçoit que juste après la fin de sa carrière, il a été un acteur important d'une affaire de chiens empoisonnés. Et le juge et les gendarmes se disent, et si c'était lié? Et donc il faut que je vous la raconte, cette histoire de clébard. Attention, je ne vous parle pas d'un chien empoisonné. Je vous parle de plus de 140 chiens, essentiellement des chiens de chasse, qui d'un coup se sont mis à baver, à vomir, et qui sont morts dans d'affreuses souffrances. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire de chien empoisonné éclate en 1998, le 30 août exactement.
quand un homme se rend à la gendarmerie d'Égletons, en Corrèze, pour déclarer la mort de son chien. La première victime d'une très longue série. C'est certain qu'il a été empoisonné. Avant de mourir, il a bavé énormément. Il a vomi. Mon pauvre chien. Je l'aimais beaucoup, vous savez. C'était un chien très fidèle. C'était vraiment une brave bête. J'aimerais bien qu'on retrouve celui qui lui a fait ça. Celui qui lui a fait ça. Il y va un peu vite. Son chien a pu manger un truc qui traînait, de la mort au rat, par exemple. Ça arrive. Sauf que le type sort de la gendarmerie et un autre rentre. Voilà, je viens vous voir parce que mon chien a été empoisonné. Et dans la foulée, un autre. Et toute l'après-midi du 30 août 1998, des propriétaires de chiens en larmes défilent à la gendarmerie d'Égletons pour raconter la même histoire. Leur chien est mort dans d'atroces souffrances. Les gendarmes enregistrent 7 plaintes en 3 heures. Et tous décrivent les mêmes symptômes. D'abord la bave, ensuite les vomissements, et le chien qui se met à pleurer, à geindre, qui fait des bonds. On sent qu'il souffre. Et très vite il meurt. Et tout ça, notez-le, fin août, c'est-à-dire à quelques jours de l'ouverture de la chasse, dans une région où la chasse, c'est sacré. Quelques jours plus tard, arrive donc l'ouverture de la chasse. Et là, les chasseurs repèrent assez vite le poison. Il y en a partout. Des boulettes bleues, comme des boulettes de viande, de chair à saucisse, mais bleues, que les gendarmes font tout de suite analyser. Allô? C'est bon, hein? J'ai les résultats des analyses que vous m'avez demandées. Vos boulettes bleues, là, c'est du carbofurant. Hein, c'est un pesticide qui est assez utilisé en agriculture. On en trouve en jardinerie, mais dilué à 1%. Mais là, le produit est beaucoup plus concentré, hein, c'est du 5%. Je vous envoie mon rapport. Du carbofurant dilué à 5%. Renseignement pris, c'est un dosage utilisé dans la culture des céréales. Autrement dit, peu de chances d'en trouver en Corrèze, la Corrèze n'est pas une terre de céréales. Et ces boulettes bleues, on continue d'en trouver tous les jours. En septembre, en octobre, en novembre. Et plus seulement à Égletons. Le périmètre s'élargit semaine après semaine, jusqu'à toucher 5 villages autour d'Égletons. Les boulettes sont en général dispersées la nuit, et à bien y regarder, plutôt les veilles de week-end, et surtout dans les zones de chasse. Et donc assez vite, les gendarmes pensent à un règlement de compte dans le monde des chasseurs. Un chasseur qui, par jalousie, par vengeance, on ne sait pas, tuerait les chiens des... et qui a cessé de les louer, a eu un de ses bois brûlés. Et 3 de ses juments et une de ses vaches sont mortes empoisonnées. Donc il y a un contexte. On dit que Bondoni aurait dit un jour « Tu veux me pourrir la chasse? Eh ben je te pourrirai la chasse !» Et juste après, le chasseur en question a retrouvé des boulettes bleues le long de son parcours de chasse. Si vous ajoutez à ça qu'on n'a jamais trouvé de boulettes bleues sur la chasse privée de Bondoni,
Il y a donc un contexte. Et c'est là qu'apparaît Marius Lac, le gendarme à la retraite, dont on va retrouver le cadavre dans 6 ans, baignant dans une mare de sang. Il est le premier à penser à Roland Bandoni dans l'affaire des chiens empoisonnés. À cette époque, il est déjà à la retraite, mais il appelle ses anciens collègues d'Égletons. « Intéressez-vous à Bandoni, je vous dis. Enquêtez sur Bandoni. » Mais il parle dans le vide. Bandoni est un notable. En février 99, la saison de chasse se termine. 30 chiens sont morts, et aussi quelques chats d'ailleurs, et un mouton. Et l'enquête n'a pas avancé. Et pourtant, il y a du monde sur cette affaire. Une cellule d'enquête spéciale a été créée. 13 gendarmes y travaillent à plein temps. On a installé des caméras vidéo de surveillance au point stratégique des territoires de chasse. On a même mobilisé à un moment des hélicoptères et installé des barrages routiers. Et tout ça n'a rien donné. Après 3 mois de pause, l'empoisonneur recommence à sévir. Et il élargit son territoire à 11 communes. Et on compte maintenant une centaine de chiens morts. On a trouvé des boulettes bleues jusqu'au cœur des villages, à Darmé par exemple, dans la cour de l'école. Et là, ce ne sont plus les chiens qui sont en danger, ce sont les enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, des villageois se manifestent. Je voulais vous dire, j'ai vu une voiture près de chez moi. Et je l'ai vu faire demi-tour à un endroit où le lendemain, on a retrouvé des boulettes. C'était un Renault Express blanc. J'ai pas pu noter le numéro, mais la plaque, je l'ai remarqué, se terminait par RM 19. 19, c'est le département de la Corrèze. Et donc les gendarmes font tourner leur fichier d'immatriculation. Très intéressant. En Corrèze, il n'y a que 14 personnes qui possèdent un trafic blanc dont l'immatriculation comprend les lettres R et M. Et dans cette liste, il y a un nom qui saute aux yeux. Europe 1, Christophe Ondelatte. RM 19. 14 Renault Trafic de Corrèze ont une plaque qui se termine par RM 19. Et dans la liste, il y en a un qui est plutôt connu dans le coin. Roland Bandoni, propriétaire de la chasse privée. Jusque-là, personne n'avait vraiment osé l'accuser publiquement, en dehors de ce gendarme à la retraite, là. Marius Lac. C'est un notable, ça explique. Les gendarmes n'ont pas le temps de le convoquer. Bandoni se présente de lui-même à la gendarmerie. Bonjour messieurs. Je viens vous voir parce que j'ai une chienne là. Une vieille chienne, Majesté. Elle est morte empoisonnée. À la chasse. Les gendarmes prennent gentiment sa plainte, et puis ils y vont au flanc. Dites-moi, monsieur Bandoni, que faisiez-vous vendredi soir? C'est ce soir-là que les témoins ont vu le Renault Express faire demi-tour devant chez eux. Vendredi soir? J'étais devant la télévision. Je me souviens, j'ai regardé un match de foot. Un match de foot? Vous êtes sûr? Il n'y avait pas de match vendredi dernier. Mais si, puisque je vous le dis. Votre chienne, là, Majesté, dans quelles circonstances est-elle morte? Elle s'est mise à baver. Je l'ai mise dans la voiture, je l'ai amenée immédiatement chez le vétérinaire, mais c'était trop tard. Vous l'avez mise à l'avant ou à l'arrière de votre voiture? Je l'ai mise derrière. C'est un Renault Express, vous savez, il y a une séparation au milieu. Je l'ai mise derrière. Pourquoi? On pourrait la voir, votre voiture, monsieur Bandoni. On voudrait juste jeter un coup d'œil. Écoutez, il n'en est pas question, enfin ça suffit. Vous commencez à me faire chier avec vos questions. Je suis venu porter plainte pour la mort de ma chienne. Je suis une victime,
Vous me faites chier !» Et Roland Bandoni s'en va très énervé. Mais les gendarmes le filochent discretos. Et Bandoni les conduit tout droit jusqu'à son pavillon de chasse. Il se gare, il entre, et là les gendarmes fouillent sa voiture. Et à l'avant de sa voiture, pas à l'arrière, là où il a dit qu'il avait mis sa chienne malade, à l'avant, il trouve des traces du poison. Et quand on analysera cette voiture, on trouvera des traces de carbofuran à 9 endroits, tous situés à l'avant de la voiture. Il ne pourra donc pas raconter que c'est sa chienne qui, en vomissant, a laissé des traces, puisqu'il dit qu'il a mise à l'arrière. À moins qu'il ne change son témoignage. Et évidemment, c'est ce qu'il fait. « Je vous ai dit que c'était à l'arrière que je l'avais mise. Non, c'est faux, je me suis trompé. C'était à l'avant. Quand je suis allé chez le vétérinaire, je l'ai mise à l'avant. » Misérable parade, qui ne tient pas longtemps parce qu'on fait analyser les traces retrouvées dans sa voiture. C'est du carbofuran pur. Il n'y a pas de mélange avec de la bave de chien ou avec du vomi. Il est pur. Et il est dilué à 5%. Et donc le 14 février 2001, Roland Bandoni est mis en examen pour acte de cruauté envers des animaux. Le juge le laisse libre, mais il lui interdit de circuler dans le secteur où ont eu lieu les empoisonnements. Alors qui est ce Roland Bandoni ? C'est un Corrézien pure souche, né à Meymac en 1932, fils de paysan, qui n'a pas voulu reprendre la ferme familiale et qui s'est installé comme négociant en vin dans le nord de la France. Mais en installant sa petite famille, c'est-à-dire sa femme et ses 2 fils, à Égletons, où il a fini d'ailleurs par devenir lui-même conseiller municipal. Un notable de village, à qui il est arrivé de jouer les cow-boys. Une histoire parmi d'autres, au début des années 80. Bandoni a une maîtresse. Et de 1, il lui donne un coup de boule et il lui casse le nez. Et de 2, en pleine nuit, il force sa porte et il la menace avec un pistolet. Ça lui a valu de passer devant le tribunal et d'être condamné. Ça plante le personnage. Un roitelet de province qui se croit tout permis, qui pense que grâce à ses relations, il se sortira de tout. Vous avez compris maintenant pourquoi, malgré les soupçons de l'ex-gendarme Marius Lac, personne, jusque-là, n'a osé déranger Monsieur Bandoni. Sauf que là, il est mis en examen. Et le 4 juin 2003, il doit être jugé devant le tribunal correctionnel de Tulle pour avoir empoisonné, tenez-vous bien, 144 animaux domestiques. C'est un procès absolument hors norme. Songez qu'il va y avoir dans la salle d'audience toutes les parties civiles, tous ces gens qui ont vu leurs chiens baver, vomir et mourir sous leurs yeux. La salle du tribunal correctionnel est trop petite. L'audience doit avoir lieu dans la salle d'assises, avec retransmission vidéo dans 3 autres salles du tribunal. Arrive le jour J. Tout le monde est là. Et on attend Bandoni. 8h, 8h15, 8h30, pas de Bandoni. À 9h moins le quart, son avocat va voir le président. « Monsieur le Président, mon client ne va pas pouvoir venir. Il vient d'être victime d'un accident. À Brive. Il s'est fait renverser par une camionnette qui faisait marche arrière, sur le parking de son hôtel. » Les gens n'y croient pas. Et le président du tribunal fait dépêcher 2 experts à l'hôpital pour vérifier. Et puis finalement, l'audience est renvoyée à une date ultérieure.
Ça n'est que reculer pour mieux sauter. 4 mois plus tard, le 1er octobre 2003, Roland Bandoni est à nouveau convoqué devant le tribunal de Tulle. Et cette fois, il est là. Il arrive en Mercedes. Et il entre dans le tribunal escorté par des policiers qui le protègent. Sa défense est simplissime. Je ne vois absolument pas ce que je fais ici. Je n'ai jamais fait de mal à des chiens. 2 témoins seulement acceptent de venir à la barre, dont l'ancien gendarme Marius Lac qui raconte en détail les conflits de chasse, les insultes, les menaces. Vous savez ce qu'il m'a dit un jour? Un jour, il m'a dit, tu me fais chier, je vais te faire la peau. Il me l'a dit. L'ex-gendarme Marius Lac dit que Bandoni est un seigneur sur ces terres, dont les chasseurs ne seraient que des vassaux. Monsieur Lac, pensez-vous que Monsieur Bandoni peut être l'empoisonneur? Moi, honnêtement, j'en ai pas la preuve. Je peux pas dire, c'est lui. Mais par contre, je pense qu'il en est bien capable. Hein. Un jour, il m'a menacé avec un fusil. Bandoni bondit de son box. Mais c'est absolument faux, enfin! N'importe quoi! Si vous êtes innocent, monsieur Bandoni, alors d'où viennent les traces de carbofuran qu'on a retrouvées dans votre voiture? C'est la question du procès. Eh bien, comme je l'ai indiqué pendant l'instruction, ça vient des vomissements de ma chienne. Monsieur Bandoni, les analyses indiquent qu'il n'y a pas de traces de vomi ou de bave. C'est du carbofuran pur. Eh bien, peut-être que ma chienne s'est roulée dedans avant d'aller à la chasse, et après elle a mis du produit partout, quoi. C'est ce qui a dû arriver. Or ça ne tient éventuellement que si la chienne était à l'avant. Or spontanément, il a dit que sa chienne était à l'arrière. Et après, il a changé d'avis. Et d'ailleurs, 2 témoins viennent dire qu'elle était à l'arrière, dont le propre fils de Bandoni. Oui, monsieur le président. Je peux vous certifier que Majesté était à l'arrière de la voiture. J'ai personnellement ouvert la portière pour que mon père puisse m'y installer. Elle était à l'arrière. Le fils charge le père. Et à la fin, le procureur. Je vous demande de condamner monsieur Bandoni à la peine de 2 ans de réclusion criminelle. C'est le max. Et le jugement tombe. Et Roland Bandoni est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Et il devra aussi indemniser les victimes pour un montant total de 111 613 €. Évidemment, il fait appel. Et dans l'attente du 2e procès, il reste interdit de séjour en Corrèze. Il s'installe donc à Fourmies, dans le nord de la France, là où il a son entreprise de négoce en vin. Le procès d'appel est fixé à octobre 2004. Et 2 mois avant, Marius Lac, le principal témoin à charge de cette affaire, est retrouvé assassiné chez lui, le crâne défoncé. Je vous ai raconté ça tout à l'heure. Et immédiatement, eh bien, on fait le lien. On a voulu faire taire le vieux Marius. Et Roland Bandoni lui-même, qui n'est pas idiot, appelle tout de suite son avocat. Il a compris qu'on allait le soupçonner. Et l'enquête sur la mort de Marius Lac commence. Sur la scène de crime, sous le cadavre, les gendarmes trouvent un morceau de papier. Est-ce que ce papier n'aurait pas été oublié par le tueur? Dessus sont inscrits des noms de villes. Un itinéraire, en fait, qui va de Paris jusqu'à Brive, en Corrèze. Et 2 numéros de téléphone, dont celui de Marius Lac. Et puis, tombe le témoignage de la fille de Marius Lac. Le jour où il a été tué, je me souviens, c'était vers 20h. J'étais au téléphone avec lui. Et là, il m'a dit qu'une voiture arrivait, qu'elle était immatriculée en 02.
Or, cette voiture, qui pourrait être une Alfa Romeo rouge, le cousin de Marius, celui qui a découvert son cadavre, dit qu'il l'a vue dans la cour de Marius avant le meurtre. Et d'autres gens du village aussi. La voiture aurait fait des allers-retours dans le bourg l'après-midi qui précède le meurtre. Il n'y a pas que ça. D'autres témoins ont vu un cycliste. Ils l'ont forcément remarqué, on était en plein mois d'août et le type avait un anorak et un bonnet. Il s'est arrêté 3 fois pour demander l'adresse de Marius Lac. Et il y a encore mieux que ça. Une employée du péage de l'autoroute qui passe à côté raconte la scène suivante. J'étais à mon poste au péage, et là j'ai vu un type qui m'a fait une de ses peurs. Au moment de payer, j'ai vu qu'il avait du sang sur les mains. Il en avait aussi sur le visage. À quoi ressemblait-il, ce monsieur, madame? Je dirais 60, 65 ans. Le crâne dégarni, avec une grosse figure. Vous pensez que vous pourriez nous aider à faire un portrait robot? Oui, je pense. Roland Bondoni, bien sûr, est interrogé sur son emploi du temps le jour du meurtre. Oh ben là, vous n'allez pas pouvoir m'impliquer. Je suis allé au commissariat de Fourmies, dans le Nord, pour porter plainte à la suite d'une dégradation de ma voiture. Voilà le procès verbal. C'est ce qu'on appelle un alibi en béton. Mais ça n'empêche pas les gendarmes de placer Bondoni sur écoute. Et voilà ce qu'ils entendent dans une conversation qui date du 6 septembre avec un de ses copains du Nord, Alain. Les nouvelles sont bonnes, Roland? Ouais, les nouvelles sont bonnes. Mais si tu veux bien, on se donne rendez-vous demain à midi pile? Au double numéro? Le double numéro? Qu'est-ce que ça veut dire? L'appel vient d'un bar de Fourmies, dans le Nord. Un bar qui appartient à un certain Alain Botchon. Le lendemain, jour du rendez-vous téléphonique, les gendarmes les prennent tous les deux en filature. Bondoni à Brive en Corrèze et Botchon à Fourmies dans le Nord. Et à midi pile, ils les voient tous les deux se passer un coup de fil depuis 2 cabines téléphoniques. Ça alors, et pourquoi n'utilisent-ils pas leur portable ces deux-là? Qu'ont-ils à cacher? Est-il pensable que Roland Bondoni ait recruté un homme de main, Alain Botchon, pour venir tuer en Corrèze le vieux Marius Lac, principal témoin à charge de l'affaire des chiens? Parce que tout de même, ils ont l'air très proches, ces deux-là. Les gendarmes comparent leurs fadettes, c'est-à-dire le relevé de leurs portables respectifs. En 3 mois, Bondoni et Botchon se sont appelés 48 fois. Et étrangement, leur conversation de portable à portable cesse le jour du meurtre de Marius Lac, c'est-à-dire le 24 août. Alors question maintenant. Est-ce qu'Alain Botchon a une Alfa Romeo rouge? Non. Les témoins disent que l'Alfa Romeo, qu'ils ont vu rôder dans le coin le jour du meurtre, était immatriculée 02, c'est-à-dire dans le département de l'Aisne. Dans ce département, il y a 2400 Alfa Romeo de couleur rouge. Les gendarmes entrent les coordonnées de tous les propriétaires dans un logiciel informatique. Et ils croisent ces données avec les numéros de téléphone portable identifiés sur le portable de Bondoni et de son ami Botchon. Et là, ça matche sur un numéro. Un propriétaire d'Alfa Romeo rouge qui figure sur le listing de téléphone de l'ami Alain Botchon. Les gendarmes vont voir ce monsieur. Oh ben cette voiture, c'est pas moi qui m'en sers, je l'ai prêté à un ami. Il s'appelle comment, votre ami? Alain Botchon. Excellent.
Surtout que cet Alain Bochon ressemble comme deux gouttes d'eau au portrait robot. Il est petit, il est costaud, il a le crâne dégarni et il a ce qu'on appelle une grosse figure. Alors voyons maintenant, via son téléphone portable, ce qu'a fait Alain Bochon le 24 août, jour du meurtre. Eh ben voilà, on y est. Alain Bochon a fait l'aller-retour entre l'Aisne et la Corrèze. Son portable a accroché tous les relais sur le trajet. Et son parcours correspond parfaitement à celui qui est inscrit sur le petit papier qu'on a trouvé sous le cadavre. Montargis, Gien, Bourges, Châteauroux, Limoges, Brive, Tulle. C'est lui l'assassin de Marius Lac. Et c'est un ami de Bondony. Les gendarmes se rencardent. À Fourmies, dans le Nord, le type a plutôt bonne réputation. Mais son bistrot est en faillite. Et au téléphone un jour, il dit à un de ses copains, alors qu'il est sur écoute. « Oh ben écoute, j'espère que ça va aller mieux. J'attends une grosse rentrée d'argent en liquide. » Une somme que lui donnerait, par exemple, Roland Bondony? Le prix d'un contrat sur Marius Lac? Les gendarmes les gardent à l'œil tous les deux. Leur idée est de les pincer au moment où Bondony va remettre le prix de son contrat à Bochon, la main dans le sac. Et donc ils patientent. Mais il ne se passe rien. Et au bout d'un moment, ils décident de les interpeller tous les deux. Le 19 octobre 2004, Alain Bochon est convoqué au commissariat de Fourmies. Il arrive à 8h du matin, il est persuadé que sa convocation est liée à la liquidation de son bistrot. Il ne se méfie pas. Et il tombe sur des gendarmes de Corrèze. Au même moment, d'autres gendarmes vont chercher Roland Bondony dans un hôtel de Fourmies où il a ses habitudes. Et il le voit sortir de l'hôtel avec sa valise. « Monsieur Bondony, Gendarmerie nationale, veuillez nous suivre s'il vous plaît. À dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue dans une affaire de meurtre. Où se trouve votre voiture ? Sa Mercedes est dans un garage. Les gendarmes la fouillent et ils trouvent une grosse somme en liquide, 5 050 €. Bondony est alors installé dans une voiture et ramené directement en Corrèze. Mais pendant ce temps-là, Alain Bochon se met à table. Roland m'a dit qu'il était victime d'une cabale. Il m'a dit qu'on l'accusait à tort d'avoir tué des chiens, moi. Je pouvais pas savoir. Il m'a demandé de l'aider. Il m'a donné le nom d'un type et il m'a dit que c'était le chef de la bande des gens qui l'accusaient à tort. Au début, j'ai refusé. Et puis il a insisté. Il m'a harcelé, pour ainsi dire. Alors j'y suis allé une première fois. C'était au mois de décembre. Il m'a fourni un revolver, un 7,65. Et puis j'ai pas trouvé où habitait ce monsieur Marius Lac. J'ai tourné, j'ai pas trouvé. Alors je suis rentré à Fourmies. Moi je pensais qu'on en resterait là, quoi. Mais il m'a relancé. Il m'a dit tu seras bien payé. J'avais des problèmes d'argent. J'ai fini par y retourner. Et je l'ai tué. Et Bondony alors, en garde à vue, qu'est-ce qu'il dit? Mais enfin je n'ai rien à voir avec cette affaire de meurtre. C'est infernal. N'empêche que sur la base des aveux de Bochon, ils sont mis tous les deux en examen et écroués. Deux mois plus tard, le juge d'instruction organise une reconstitution. Elle dure 6 heures. Et pendant 6 heures, Alain Bochon collabore totalement. Il refait tous les gestes du meurtre. Il dit qu'il a commencé par donner un coup de poing à Marius Lac, qui se sont retrouvés tous les deux à se bagarrer par terre, que Marius Lac a voulu attraper une hache,
qu'il a réussi à la lui arracher, et bam, il l'a frappé, jusqu'au coup fatal, à l'arrière de la tête. Et Bondoni, alors, qu'est-ce qu'il a à dire face aux accusations de son ami? Lui, il est toujours dans le déni. Il n'a rien demandé à Alain Botchon. Et si Alain Botchon est allé tuer Marius Lac, c'est de sa propre initiative. Peut-être pour lui soutirer ensuite de l'argent. Et il a un argument, hein. Il n'était pas prévu que Marius Lac témoigne au procès en appel dans l'affaire des chiens. Pourquoi donc l'aurait-il fait tuer? Alors, et c'est vrai ça, hein, Marius Lac n'était pas convoqué au procès en appel. Et d'ailleurs, il approche ce procès. Alors avant d'être éventuellement jugé pour meurtre, Roland Bondoni va d'abord comparaître en appel dans l'affaire des chiens empoisonnés. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le procès en appel dans l'affaire des chiens empoisonnés est programmé pour le 3 février 2005 à Limoges. Et à l'approche de ce procès, ça se complique pour Roland Bondoni. D'abord, le procureur le met en examen dans une deuxième vague d'empoisonnement. Ce qui veut dire qu'il y aura encore un procès. Mais c'est pas tout. Le procureur de la République fait savoir aux avocats de Bondoni qu'il a trouvé un nouveau témoin à charge. Un marchand d'insecticides de fourmis dans le Nord, qui raconte qu'il a vendu du carbofurant à Bondoni. La preuve qui manquait au dossier. Bondoni a prétendu qu'il en avait besoin pour son maïs. Il lui en a acheté pendant 4 ans, entre 1998 et 2002, pile à l'époque des empoisonnements de chiens. Bondoni est cuit. Arrive le 3 février, jour du procès. Les filles de Marius Lac sont là, évidemment. Elles veulent voir sa tête. Et on attend, comme la dernière fois. Sauf que là, il est en prison. Il ne peut pas se soustraire à la justice. Eh bien si. Le président reçoit un message de sa prison. Roland Bondoni s'est suicidé ce matin. Les surveillants sont allés le chercher dans sa cellule à 5h55. Ils l'ont retrouvé pendu. Dans la salle, les gens sont fous de colère. Et notamment les filles de Marius Lac. C'est pas juste pour mon père. C'est franchement pas juste, ni pour les gendarmes qui avaient fait du super travail. Il était là, pris au piège, et par lâcheté, il s'est pendu ou il s'est fait je sais pas quoi, mais c'est pas juste. Roland Bondoni a laissé une lettre à son avocat, dans laquelle il explique qu'il s'est donné la mort parce qu'il était accusé à tort. En vérité, il n'a pas voulu faire face à la justice. Et donc dans l'affaire des chiens, sur le plan purement judiciaire, il n'y aura pas de coupable. L'action publique est éteinte. Alors, vous avez droit de ne pas avoir de doute, mais sur le plan pénal, moi, je n'ai pas le droit de vous dire aujourd'hui que Roland Bondoni est l'empoisonneur de ces 144 chiens. Certes, il a été condamné en première instance, mais l'appel a remis les pendules à zéro. Et idem pour le meurtre de Marius Lac, finalement. Roland Bondoni n'est pas, au regard de la loi, le commanditaire de cet assassinat. À une différence près, c'est que dans cette affaire, il y avait 2 accusés, et il en reste un, Alain Botchon. Et lui n'échappera pas à la cour d'assises, même s'il va se retrouver seul dans le box. Le procès d'Alain Botchon s'ouvre en mai 2007 devant la cour d'assises de Thunes. Quand Botchon rentre dans le box, c'est une bête prise dans les phares d'une voiture. Il regarde ses chaussures, il triture ses doigts. En l'absence de Bondoni, il doit faire face seul. Même si le fantôme de Bondoni est assis à côté de lui, ça n'est qu'un fantôme qui n'a pas à rendre compte. Au début du procès, l'avocat de Bondoni est là et il prétend se constituer partie civile à l'audience.
C'est très gonflé. Vouloir faire passer Bondoni pour une victime. Et puis quoi encore? La Cour naturellement refuse. Tout l'enjeu de ce procès est néanmoins de savoir si Alain Botchon traverse toute la France pour tuer Marius Lac à la demande de Bondoni, ou si c'est de sa propre initiative. Lui prétend qu'il était mandaté, et c'est petit à petit la thèse qui s'installe. Ce petit bonhomme-là, rondouillard, n'a pas pu commettre un pareil crime sans qu'on l'ait remonté comme une pendule. Alors est-ce qu'il voulait vraiment le tuer? Ou est-ce qu'il est venu lui donner une leçon? Puisqu'il avait un revolver et qu'il ne l'a pas utilisé, la question se pose. Et c'est ça la théorie que vont développer ses avocats. Bondoni lui a donné une arme. Il s'en est débarrassé. Il est arrivé chez Marius Lac les mains vides, donc il ne voulait pas le tuer. C'est bien tenté. Mais ça ne passe pas. Car Alain Botchon est condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Marius Lac. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.